présenter avec Louise le projet Comprendre et pour ne pas faire aller-retour, donc je fais une première partie et Louise combinera la présentation. On va... Allez-y. On va présenter à deux, mais c'est un projet qui est coporté et co-construit avec les collègues de CRTLA et du LPNC, donc Rachel Soubrinevski et Estelle Gillet-Perret qui sont là. Donc Rachel qui est au labo, Estelle au labo aussi, et Marie-Ange qui est neuropédiatre. Donc on a toutes les compétences. Rachel est neuropsychologue, Estelle est orthophoniste et Marie-Ange qui est neuropédiatre. Et donc depuis l'année dernière, Louise a obtenu la bourse Transcog pour commencer sa thèse. Donc elle est en première année de thèse, mais elle travaille avec nous depuis déjà 3 ou 4 ans avec de la licence. Donc elle fait partie intégrante de l'équipe. Donc, comme je disais, ce projet est un projet qui est co-construit et co-porté par des chercheurs et des cliniciens. Il y a donc des objectifs, c'est comment, comme ça, des objectifs qui sont de la recherche fondamentale. Il y a des objectifs de la clinique et on a aussi des objectifs, c'est-à-dire des sociétaux, c'est-à-dire de faire des retours sociétals. Comme ça. Ce projet a plusieurs objectifs et en fait, je vais essayer de les dérouler petit à petit, à chaque fois présenter un objectif avec la théorie qui va avec, et c'est Louise qui fera la partie plutôt résultat et un peu plus scientifique. Donc, l'objectif principal le plus large, c'est être en mesure de modéliser la compréhension du langage chez l'enfant et être en mesure également, dans cette modélisation, d'intégrer non seulement les paramètres en lien avec le langage, le linguistique, mais aussi les facteurs non linguistiques qui soutiennent la compréhension du langage. Donc, dans ces projets, on s'est beaucoup basé, on le fonde, je ne sais pas comment on dit, voilà, il est soutenu par un modèle assez ancien des 12 orthophonistes, Blum et Lahaye, qui propose ce modèle du langage, qui est un modèle fonctionnel et qui sert dans la clinique à évaluer tous les aspects du langage. C'est un modèle qui va concevoir le langage comme étant la résultante, l'intersection des différents sous-systèmes. Donc un sous-système qui code pour la forme, c'est-à-dire comment j'utilise le langage, qui est en lien avec le système, donc la phonologie, la morphosyntaxe, la syntaxe. Puis un système qui code sur le continu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du langage, ce que je transmets avec le langage et qui est en lien avec tout ce qui est la sémantique, le lexique, le vocabulaire. Et puis, un sous-système qui va coder plutôt pour tout ce qui est les sous-sages. Pourquoi j'utilise ce langage? Ce qui est en lien notamment avec la pragmatique du langage, c'est-à-dire je ne m'exprime pas de la même façon avec un collègue qu'avec quelqu'un que je ne connais pas ou avec un enfant. Je vais adapter la façon dans laquelle je m'exprime. Et donc, ça serait le bon fonctionnement de ces différents sous-systèmes qui ferait émerger cette compétence du langage, comme la pointe de l'iceberg. Et ces compétences, donc, il semble assez... c'est-à-dire que se développe très rapidement chez l'enfant. À 5 ans, un enfant, il a un langage qui est fonctionnel, c'est-à-dire on peut avoir une discussion, on peut disserter avec un enfant. Et il a besoin de ces différents sous-systèmes. Donc, du bon fonctionnement de ce sous-système. Et en fait, lorsque quelque chose y cloche, et ben c'est là où la difficulté du langage, de l'acquisition du langage, de quelque chose qui paraît tellement simple et tellement automatique, se révèle. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans les troubles du développement du langage. Donc, le langage n'est pas conceptualisé dans ce projet comme étant un système qui est isolé du reste de la cognition, et notamment dans le développement, il est considéré comme étant soutenu par d'autres systèmes de la cognition, et notamment tout ce qui est le système perceptif, le système attentionnel ou des fonctions exécutives, et qu'on a distribué ici dans l'équipe comme étant soutenant différentes parties de ces sous-systèmes, par exemple le contrôle cognitif, la cognition sociale en lien avec tout ce qui est la pragmatique et tout ce qu'on appelle ici le système perception-action. Et en fait, on a cette conceptualisation de que le langage, dans le développement, serait soutenu par le bon fonctionnement aussi et la bonne maturation, le bon développement des autres systèmes de la cognition.
Et d'un point de vue plus fondamental, c'est quelque chose qui pourrait permettre, in fine, le fait de connaître les liens pendant le développement de ces différents systèmes permettrait, in fine, de venir avoir des leviers, des modes d'action, des degrés de liberté autres pour venir aider les difficultés de langage qui peuvent être rencontrées. On s'intéresse dans ces projets qui s'appellent compréhension, notamment à la compréhension du langage. Vous savez, dans le langage, il y a tout ce qui est la production, la compréhension. Et quand on parle des langages, ici, c'est vraiment le langage, pas uniquement la parole, mais ici, on s'intéresse au langage oral principalement. Mais donc la compréhension du langage, c'est un phénomène de la compréhension qui est un peu moins abordé dans la littérature. Il est souvent réduit aux parties plutôt perceptives de la parole, à l'analyse perceptive, alors que la compréhension a besoin de beaucoup plus des traitements plutôt linguistiques qui vont venir du langage et d'autres fonctions qui vont venir intervenir. Et notamment, c'est un système qui est beaucoup moins, un aspect qui est beaucoup moins abordé, comme on le montre ici, je le mets ici, par exemple, en 1997, Dorothy Bishop, une pionnière dans ces domaines, a publié sa thèse, et quelques années plus tard, en 2014, il l'a réédité, et dans la paraphrase, il dit « Je suis désolée de vous raconter que je n'ai pas beaucoup de choses en plus à vous raconter ». Donc c'est un aspect qui est beaucoup moins abordé. Dès ces faits de cette presque automaticité de ce processus, il est très difficile à le découper, il est très difficile à le mettre en évidence. Et elle propose dans son ouvrage donc, d'être en mesure d'évaluer toutes ces différentes étapes pour avoir un aperçu le plus global possible de ces compétences de compréhension. Et c'est donc ce que nous, on a essayé de faire, c'est essayer de mettre en place un outil qui nous permette donc de screener ces différents niveaux qui vont nous permettre d'évaluer la compréhension, tout en tenant en considération aussi des autres aspects de la cognition qui se développent et qui pourraient venir contribuer à l'émergence d'un bon fonctionnement du langage. Et donc, dans cet objectif, depuis 2019, un peu entravé par la Covid, le confinement et le peu d'accès aux écoles, on a commencé donc avec Estelle et Rachel, et il y avait Louise, elle n'était pas encore née, donc avec Estelle, Rachel et Eric, on a commencé, il y avait Audrey aussi, Valdir, une autre étudiante de master, on a commencé à réfléchir, il y avait Nathalie aussi, je l'ai vue, Nathalie Fournet, qui nous avait aussi beaucoup dans la réflexion des tâches de fonctions exécutives. Donc, on a commencé à construire cet outil qui nous permettrait donc de faire cet screening dont on avait besoin pour la modélisation qu'on voulait faire. Et donc, on a, pour ce faire, fait un pari entre ce qu'il y avait dans la littérature, et notamment au niveau du langage, dans les outils qui sont utilisés en orthophonie, soit des outils qui sont dans le domaine du langage, mais qui ne sont pas des outils vraiment utilisés, mais qui sont été déjà construits, on va dire, d'un point de vue psycholinguistique notamment. Et on les a adaptés, on les a informatisés notamment pour être en mesure d'avoir des mesures un peu plus fines de VD telles que les temps de réaction qui ne sont pas accessibles avec les évaluations papier-crayon telles qu'ils peuvent être utilisées couramment en orthophonie. Et on a adapté également certaines tâches au niveau des fonctions exécutives dans la modalité verbale et la modalité non verbale pour des questions aussi un peu plus fines de recherche fondamentale pour évaluer les apports plutôt domaine spécifique et domaine général. Donc, on a fait ces paris d'utiliser des tâches de compréhension qui étaient déjà assez connues au niveau de l'orthophonie, les adapter en numérique. Je vous montre ici, par exemple, celle-ci, c'est une tâche des discriminations phonologiques qui a été proposée par Maillard et et en fait, on a un peu fait un petit monde avec les petits personnages. Donc, voici Camille. Camille, parce que c'est un nom qui peut représenter une fille ou un garçon, c'est pas parce que, voilà, c'est un prénom que j'aime beaucoup.
Et voilà, et on raconte toujours une petite histoire, vous allez après la voir. Et on a chacune de ces tâches fait un petit monde, et aussi à la fin, donc c'est l'écran aussi où les personnes qui passent la manip ont, ici ça ne se voit pas, mais ils sont des scores, ils sont les pourcentages de bonnes réponses et les erreurs, les temps de réaction, je ne me souviens même plus tellement. Voilà, les scores bruts. Et à chaque fois, quelque chose qu'on ne savait pas que ça allait marcher, mais on a bien fait les mettre, c'est les récompenses virtuelles. Ils sont super contents, les enfants, d'obtenir des récompenses virtuelles. Ici, par exemple, une étoile d'heure. Ici, le nénuphar d'heure. Donc ici, c'est l'adaptation de la tâche classique des Corsi. Donc on demande, on dit, Camille va aider Fripouille à traverser la mare ou l'étang, je ne sais plus, en sautant. Et en fait, l'enfant, il va voir des carreaux s'allumer et il doit cliquer par-dessus le bon chemin, soit à l'endroit, soit à l'envers, en fonction, en pas en envers. Par exemple, voilà, il les voit comme ça et après, il doit cliquer par-dessus. Donc ça, c'est grosso modo les tâches qu'on a mis en place et qui a été testée grâce encore une fois à Christine dans les écoles de bassin grenoblois et grâce aussi beaucoup à Louise depuis 3 ans et aux 35 stagiaires d'L3 et aux 10 étudiants des masters qui ont contribué depuis 1980. Non, 2019. Et donc, on a testé 564 enfants avec toute la batterie ou presque, et avec des enfants de 5 à 8 ans. Pourquoi 5 à 8 ans? Donc, pour l'instant, le projet, il s'éclosionne, cloisonne à 5 ou 8 ans parce qu'on a considéré que c'était intéressant pour nous d'avoir ces mesures. À 5 ans, on considère que le langage est fonctionnel et donc l'acquisition des apprentissages formels à l'entrée à l'école à 6 ans doit avoir tout cela qui fonctionne. Et donc, on voulait voir par la suite comment les interactions entre ces différents niveaux de compréhension avec les autres systèmes de la cognition, ils peuvent évoluer. Donc, les résultats ils sont présentés tout à l'heure par Louise. Et j'ai continué avec le projet. Donc, Louise va présenter les résultats de cette partie-là. Donc, je ne vais pas spoiler ce qu'elle va présenter. Donc, je disais, quand tout va bien dans le langage, on ne se rend pas compte de l'énorme complexité qui existe, mais quand quelque chose il déraille, on se rend compte de l'énorme complexité du langage. Déjà, on n'arrive même pas à les définir entre les linguistes, les psycholinguistes, les neurologues, etc. C'est très compliqué à définir, et donc c'est très compliqué aussi à mettre en évidence cette complexité. Et un trouble dans lequel cette complexité est assez évidente, c'est le trouble développemental du langage, ce qu'on appelait anciennement les dysphasies. Donc, dans ces troubles, en fait, qui est assez mal connu, d'accord, ça représente 12 enfants par classe, un enfant sur 14, c'est-à-dire qu'il est à peu près 5 fois plus fréquente qu'un trouble TSA, qu'un trouble d'autisme, mais il y est vraiment sous-diagnostiqué, sous-estimé et méconnu. En sachant qu'on a de plus en plus des données qui montrent qu'il y a un impact à très très long terme. C'est un trouble neurodéveloppemental, donc on a toute la vie ces troubles. On voit que les personnes qui sont atteintes des TDL, que je vais appeler comme ça, ils ont des impacts non seulement au niveau des apprentissages, mais aussi des impacts au niveau psycho-affectif, social, d'insertion sociale, et par la suite, pour trouver un travail, c'est très compliqué. Et dans ces troubles, pour faire aussi le lien avec le projet Comprendre, lorsque on a principalement des attentes au niveau de la production, mais à des enfants qui ont également des attentes de la compréhension. Et lorsque la compréhension est atteinte, il y a une sévérité qui est beaucoup plus accrue. On a un pronostic beaucoup plus péjorant que si simplement la production était atteinte. Je parle sur la réserve de ma collègue qui me regarde et qui pourra répondre plus principalement aux questions. Donc, ces troubles qui est méconnu, on a vu un virement très important dans la connaissance des troubles grâce encore une fois à cette grande dame Dorothy Bishop qui
qui a proposé un consortium, le consortium Catalyse, et qu'il y a tout d'abord, donc il y a 12 étapes. Dans cette première étape, donc c'est un consortium Delphi, beaucoup des spécialistes internationaux se réunissent pour arriver à un consensus. Et la première grande chose qui a émergé de ce consensus, c'est l'identification de ces troubles. Il y a eu une structuration beaucoup plus élargie, beaucoup plus intelligente que celle qu'on utilisait auparavant. C'est une classification dans laquelle, en fait, c'est le besoin au niveau de la parole, du langage et de la compréhension dans différentes situations qui est pris en considération. Notamment, vous avez ici en rouge ce qu'on va appeler les enfants qui vont être atteints d'un trouble développemental du langage, qui est lui-même à l'intersection de ce qu'on appelle plus largement les troubles de langage, qui peuvent être des troubles qui sont associés à des conditions biomédicales, par exemple des TDAH, des TSA ou d'autres types de troubles. Et voire même, ce qui est important avec cette nouvelle identification, il y a énormément d'informations dans cette première étape de Catalyse, mais une étape qui est importante pour nous pour la suite du travail est celle qui est notamment, c'est celle auparavant, pour déterminer que quelqu'un il avait une dysphasie, que ce qu'on appelle maintenant les TDL, il fallait un écart entre le QI performance et les QI verbal, c'est-à-dire que les enfants qui avaient des QI performance normales n'étaient pas considérés comme étant TDL. Et en fait, ces écarts entre ce qui n'est pas besoin pour être catégorisé dans le trouble est disparu parce que aussi nos connaissances ont beaucoup évolué là-dessus. Donc l'occurrence aussi, quelque chose qui a permis aussi l'évolution, c'est aussi dans la deuxième étape de cet consensus, c'est aussi la terminologie. En fait, on se rend compte qu'étant donné qu'il y a énormément des terminologies utilisées à travers le monde, on n'arrive pas à faire des cumulations scientifiques, des données cumulatives pour avoir une connaissance importante sur le trouble. Par exemple, en France, on appelle, les pays francophones, on appelle ça dysphasie, aphasie développementale, troubles spécifiques du langage, etc. Et donc, ces différentes terminologies font qu'on n'arrive pas à faire une cumulation des données scientifiques. Et donc, c'est ainsi qu'on s'est accordé, la communauté scientifique depuis 2017, à parler des TDL, en français, troubles développemental du langage, ou DLD, en anglais pour Developmental Language Disorder. Donc, notre objectif, d'un point de vue plutôt clinique, c'est avec cette population, c'est très bien sûr de caractériser les troubles au niveau de la compréhension des troubles chez les enfants qui ont des troubles du langage, d'accord, des troubles du langage, qu'ils soient ou non associés à des troubles biomédicaux, et notamment au niveau des enfants avec des TDL, vraiment caractériser les troubles de la compréhension dans ces enfants-là. Et la chose importante aussi, c'est tout au long de la vie. On a cette impression que les troubles neurodéveloppementaux, c'est qu'on est enfant et après, plus rien ça se passe. Et ici, l'idée, c'est aussi de voir qu'est-ce que ça se passe à l'âge adulte, qu'est-ce qui deviennent ces personnes qui ont été diagnostiquées avec un trouble développemental du langage. Dans ce sens-là, on a commencé et on démarre plusieurs projets, notamment dans la thèse d'Héloïse, donc l'évaluation des enfants avec développement atypique avec la batterie comprendre, un profilage, c'est-à-dire être en mesure de profiler, de faire des profils linguistiques de ces enfants et voir la compréhension, comment il s'est défini là-dedans, de faire un profil intellectuel de ces enfants TDL et être en mesure de voir quels sont les facteurs individualisants qui vont faire protéger ou péjorer le devenir de ces enfants et aussi le devenir des personnes avec TDL à l'âge adulte grâce en fait, aux données du CRT. Là, donc, on va contacter tous les enfants qui, depuis 2000 ans, ont été diagnostiqués par Estelle comme étant TDL
pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils sont devenus, quels sont par exemple les facteurs qui ont permis à ces enfants de mieux se développer, de moins se développer, y être en mesure de ce qu'on appelle, donc de déterminer quels sont les facteurs de protection et les facteurs de risque pour être en mesure de faire des recommandations sur ces aspects-là dans la prise en charge des personnes avec TDL. Et finalement, donc, pour laisser la parole à Louise, un objectif qui nous tient vraiment à cœur, c'est celui de mieux faire connaître le TDL, c'est-à-dire le sortir de son invisibilité. Et pour ce faire, plusieurs actions ont été entreprises. Oh là là, je commence à fatiguer. Et ceci par différents moyens. Donc cet axe-là qui est porté notamment avec toute l'énergie par Estelle, parce qu'en plus d'être orthophoniste, Estelle est illustratrice. Et donc, on a travaillé sur des supports visuels pour faire connaître les TDL. Vous les avez vus dans le labo, ces posters, ils sont accrochés, sont résistés à l'accrochage. Et en fait, c'est des posters dans lesquels on a travaillé pendant très longtemps avec les filles sur... Ah, c'est mon ordi, ouais. Donc, on a travaillé sur 11 points spécifiques qu'on voulait travailler avec les familles, les enfants, etc. L'idée, c'est de changer le support. Tout support d'information est par le biais du langage. Là, on est avec une population qui a des difficultés à comprendre le langage et donc passer par d'autres choses, par d'autres moyens. Et en l'occurrence, le dessin, on a cette chance d'avoir une super dessinatrice. Donc, on a fait ces deux posters où il y a ces différents points, donc dérivés en garçons et filles, et des cartes postales dans lesquelles on a aussi travaillé des textes simplifiés sur ces points qui sont très importants. Donc, notamment, par exemple, ici, on ne voit pas vraiment, mais il y a les mots écrits, le mot écrit. Donc, pour dire, même quand tu seras grand, ça va être très difficile, mais il est possible de s'améliorer. Aussi, ces points qui sont très importants comme facteurs de protection, c'est aussi avoir un peu de bonheur ailleurs, en fait, faire des choses parce que souvent, il y a des difficultés scolaires, donc faire aussi d'autres choses où on peut exceller dans des endroits où il n'y a pas le langage qui est nécessaire. Ici, par exemple, c'est pour spécifier la comorbidité, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont aussi avoir des dyscalculies, des dysgraphies ou pas, ou autres, donc plus fréquemment. Et on les a donc dérivés dans les cartes postales et qui... Estelle, il pourra donner des témoignages, elle l'utilise beaucoup en clinique et ça a un grand succès. Ils sont en libre accès dans la page web du projet, et notamment, je n'ai pas mis ici, mais ça a été financé par quand il y avait la SFR Santé et Société, ça a été financé par eux, le fait de pouvoir donc faire payer les illustrations, etc. Il y a un autre axe qui est mené aussi dans le projet, notamment par Estelle, qui a été initiée, elle est coordinatrice de ce mouvement. En fait, depuis donc Dorothy Bishop, encore une fois, il a créé cette RADOL, c'est un mouvement international des visibilités, des sensibilisations aux troubles de développement du langage. Et en fait, on a créé une antenne, on est devenu ambassadrice et on a créé l'antenne francophone, française notamment, qu'on a traduit par Éveil TDL. Et donc, dans ces mouvements, donc, on participe depuis quelques années. Et, chaque année, il y a une thématique. Par exemple, l'année dernière, il y avait « Prenez la parole pour le TDL ». Il y a des actions qui sont menées un peu dans tout le monde. Et nous, on a, par exemple, fait des présentations deux présentations au CHU. On a fait énormément des traductions des visuels qui sont donnés par RADOL, par l'international. On les a traduits en français. On a notre manager, Louise, manager web, qui a énormément publié. Louise également, elle a mis en place une table d'ouvrages sur le langage et les troubles au niveau de la BU droit-lettres. Au CRT, là, chaque année, ils font un stand pendant cette semaine dans lequel ils échangent avec les parents, les personnes qui viennent au niveau de hall de CHU-CE.
Et on a sorti dans les presses internationales le Dauphiné libéré des Saint-Martin-d'Air sur les troubles. Ça nous a permis aussi de nous exprimer sur ces troubles-là. Donc cette année, la thématique, c'est le TDL est invisible. C'est bien mettre en avant cette invisibilité sur le TDL. Et avant de donner la parole à Louise, on va faire un petit quiz pour se réveiller, pour savoir ce que vous avez appris ou pas. Je ne suis pas maître des confs pour rien. Donc, c'est un quiz qui est accessible aussi donc, dans le site international, le Raddle, dans lequel il y a aussi beaucoup il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup des ressources. C'est vraiment, pour ceux qui aiment ces domaines-là, c'est vraiment un Graal. C'est bon? C'est pas activé? Mon manager quiz Internet, il est où? Ça marche? Merci. Voilà, on commence à vous voir. Et ça, c'est grâce à Edgar que je suis contactée dimanche au soir pour qu'il m'aide à faire le quiz. Je vois qu'il n'est pas là, hein. Je passe à l'appel. Hein. Richard? C'est mignon, il faut prendre une photo, non? C'est super chou. Ah, mais avec ça, non, pas nous, hein. C'est bizarre comme présentation. Ouais, c'est clair. Voilà, on fait un nuage des points. Voilà, on fait juste des choses bizarres. C'est bon, on y va ou tout le monde a réussi? De quoi? C'est qui la loutre sauvage? C'est discret. C'est discret qu'on a. Ah, c'est trop chou. Bon, on y va ou c'est bon? Après, chez les fautes nominatives, donc loutre sauvage, te trompe pas. Non, je rigole. Je pense pas. Hein. Ah, Edgar, non, c'est anonyme. Allez. Vous devez répondre par vrai ou faux. Estelle, tu ne peux pas jouer. Il y a combien de questions? 25. Non, il y a 10. C'est bon? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, on affiche 7% dans loutre sauvage. Deuxième, on y va? Pour la blague, j'ai appris qu'Evray n'était pas faux. Pour moi, c'était pluriel, et vrai. Et pour moi, il y avait un S parce que dans faux, il y avait un X. Bon, bref, j'ai appris qu'Evray, il n'y avait pas de S. Donc, ça m'a servi à ça. Allez. Ah, mais tu fais tout le monde tes copies après, t'es trop fort. Ah ben voilà, il a tout spoilé, donc il n'y a pas de secret. Non, mais c'est bien, ça veut dire que vous avez compris cette histoire de commorbidités. Et tout ça. Allez, la troisième. Est-ce que c'est 1 sur 14 ou 2 sur 14? Ah. Et il y en a combien dans la classe? 54? Voilà. Oula! Donc c'était 1 sur 14, où on a dit 12 par classe et on considère qu'il y a une trentaine par classe. Et que c'est 5 fois plus fréquent que l'autisme, quoi, au plus. La prochaine, les personnes présentant un trouble un TDL ont des troubles au niveau de l'intelligence, ont des problèmes, au niveau de l'intelligence. Il faut être connecté, Louise.
sont trop générales, tes questions. Mais c'est pas moi qui les ai faites, je les ai simplement traduites et j'ai dit ce qui ne vient pas de moi. C'est uniquement pour apprendre, tu n'es pas obligé de connaître. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est faux, ils n'ont pas de problème d'intelligence. La prochaine. Allez, vite. Alors, est-ce qu'un locuteur bilingue peut avoir un trouble en TDL dans son langue donnée, mais pas dans l'autre? Ah là, je vous dis, et bien là, non. Hein. Moi, c'est bien. Là, c'est... Ah, est-ce qu'elle était générale? Tout le monde s'est confié. Christine a dit, oh, c'est général, c'est général. Non. En fait, c'est vraiment... Un enfant présentant un TDL peut également avoir des difficultés d'attention, des motricités fines, des motricités globales, de la parole, du comportement. Vrai ou faux? Oui, mais intelligence, c'est parce que c'est dans le domaine de la neuropsycho et c'est les QI. Ah, là, vous êtes super fort. Les adolescents présentant un TDL ne bénéficient pas de l'orthophonie, c'est-à-dire que ça n'a pas d'effet chez lui. C'est moi qui ai traduit de l'anglais, donc c'est pas peut-être... donc, n'a pas d'effet. L'orthophonie n'a pas des bénéfices. C'est faux. C'est bien s'il y en a qui répondent à l'inverse pour qu'il y ait un peu l'animation. Alors, seuls les enfants qui sont issus des milieux socio-économiques défavorables présentent un TDL. Ça y est, Ève. C'est un facteur de risque, c'est-à-dire que c'est les seuls. C'est bien sûr faux. Après, les études ils montrent que c'est un facteur de protecteur, le fait d'avoir un environnement soutenant quoi, dans tous les aspects. La nef, la cause des TDL est inconnue, mais il peut exister des prédispositions familiales, c'est-à-dire des causes génétiques. Et en fait, c'est des questionnaires aussi qui c'est pour le grand public, Christine. Je n'allais pas t'inventer un pour toi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Il y a des familles dans lesquelles, souvent, je pense que tu dois les voir quand il vient les enfants, c'est les parents qui n'ont jamais été diagnostiqués. Et les TDL ne touchent pas les adultes. Donc là, si vous avez écouté la dernière partie, vous pourrez répondre convenablement. Là, il faut avoir 100%. Hein. Ah, il y en a 2 qui n'ont rien fait. Hein. Ça, c'est... Hein? Ça, c'est Ève. Et voilà. Alors, bravo, les gagnants. Il y a tous les gagnants. Il y a Edgar, Fabien, Joachim. Oui, c'est lui qui m'avait aidé à le faire. Tu as eu 2 chances. Et je vais laisser... on ne se disperse pas, s'il vous plaît. Je vais laisser la parole à Louise pour vous présenter donc, les résultats des différentes études que je vous ai présentées. Ok. Vous m'entendez? Tiens. Eh ben, merci Marcella pour Mais je t'en prie. m'introduire. Du coup, là, je vais commencer par vous présenter ce qu'on a commencé. On a fait une bonne partie pendant mon master et on l'a soumis cette année, qui porte du coup sur les interactions entre la compréhension du langage oral et les fonctions exécutives dans le développement typique. Et là, notre objectif, ça a été de caractériser l'organisation cognitive entre les différentes composantes de la compréhension orale évaluées dans la batterie comprendre
et les différentes composantes exécutives, à la fois verbales et non verbales, chez les enfants à développement typique. Donc, comme vous l'a présenté Marcella, là, pendant mon master, on était à 395 enfants qui ont passé la batterie comprendre. Du coup, on a à peu près une centaine d'enfants par classe dans cette étude, de la grande section au CE2. Et puis, on a évalué leur performance au tâches grâce à un score qui nous permet de mélanger à la fois le temps de réaction et le pourcentage de bonnes réponses. Et ensuite, on a commencé par des analyses assez classiques où on a fait des matrices de corrélation. Donc, on a une matrice de corrélation par groupe scolaire. Et on a fait le choix théorique de faire des corrélations partielles qui prennent en compte le niveau d'études moyen des parents, notamment par rapport à son impact sur les performances langagières. Et puis après, notamment, et là je fais un remerciement à Anna, grâce aux travaux d'Anna, on a pu s'inspirer pour appliquer la théorie des graphes, mais à des données comportementales. D'habitude, ça appliqué à des données d'imagerie, en neurosciences notamment, et cette fois-ci, en fait, ça nous a permis de modéliser c'est ça, pointeur ? Ouais. De modéliser nos matrices de corrélation sous un format de réseau cognitif. Et en fait, le gros avantage de la théorie des graphes, c'est que ça va nous permettre d'extraire des métriques en plus qui vont nous donner des indices, soit de ségrégation, soit d'intégration du réseau. Je vais faire comme ça. Donc là, globalement, ce que vous voyez, chaque nœud va être une tâche dans nos réseaux. Et puis, les nœuds sont reliés entre eux par des arêtes. Et cette fois-ci, l'arête, ça va être la force de corrélation entre les deux tâches. Les métriques de ségrégation vont nous permettre de dire que les nœuds sont assez indépendants les uns des autres. Et les métriques d'intégration, à l'inverse, vont nous permettre de montrer une interconnexion entre nos nœuds dans le réseau. Donc, on a modélisé un réseau par groupe scolaire. Et donc là, je vous présente rapidement les résultats qu'on a soumis récemment. Donc, on observe une spécialisation graduelle des réseaux, mais je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail. En jaune, vous avez les tâches de langage. En bleu, les tâches de fonction exécutive verbale. Et en violet, les tâches de fonction exécutive non verbale. Les liens, ce sont des corrélations positives significatives. Donc, les nœuds qui sont un petit peu exclus du réseau, en fait, c'est des nœuds qui n'ont aucune corrélation significative avec le reste des tâches dans ce groupe scolaire. Donc, globalement, et là, faites-moi confiance parce que je n'ai pas affiché les graphes des métriques, mais en fait, on a une faible ségrégation dans les réseaux de grandes sections. Donc, on a des réseaux qui sont les nœuds sont très interdépendants, donc on a une forte intégration. Et puis, au fur et à mesure, avec le développement, on va observer un pattern inverse où on va avoir une augmentation de la ségrégation par rapport à une diminution de l'intégration. Et du coup, en CE1, on va arriver sur un réseau où le langage va former un cluster à part entière. On va avoir un cluster avec principalement des fonctions exécutives non verbales et un cluster avec principalement des fonctions exécutives verbales. Et en CE2, on est sur un réseau qui est davantage encore ségrégué, avec toujours ce cluster de langage, mais cette fois-ci, en fait, on va avoir des clusters des fonctions exécutives indépendamment de la modalité. Donc, on va avoir la mise à jour, verbale et non verbale ensemble, la mémoire de travail verbale et non verbale ensemble, et puis l'inhibition. Et là, c'est assez intéressant de noter qu'elle est reliée à la syntaxe, et c'est pour ça que j'ai mis aussi lors des situations complexes, parce que c'est notamment en CE2 où elle est fortement travaillée. Donc, on pourrait supposer qu'on a une implication des fonctions exécutives au début du développement ou alors lors des apprentissages plus complexes. Je le souligne de nouveau, on est bien sur des corrélations, donc je n'avance pas d'hypothèse de causalité. Et évidemment, cette augmentation de la ségrégation dans les réseaux cognitifs des enfants, c'était en lien avec une augmentation des performances dans chacune de nos tâches. Donc, voilà ce qu'on a fait dans le développement typique. Ça nous permet d'avoir un cadre de référence pour la suite. Et là, je vais vous présenter un petit peu comment on va essayer d'évaluer
le développement atypique avec la batterie comprendre. Ces normes-là, donc notamment les 574 enfants, ça nous a permis avec Streamlit, qui est une librairie Python qui permet de créer des applications en ligne interactive, ça nous a permis de créer une application à disposition de la clinique où, comme vous l'a présenté Marcella, les petits scores bruts à la fin des tâches, on les reporte directement dans l'application et ça va nous donner les résultats. Donc ça va comparer les performances d'un enfant qu'on évalue par rapport à son groupe d'âge de référence de 6 mois. Et là, j'ai une vidéo. Donc il faut que ça marche. Ah, c'est bon. Donc là, on sélectionne la tranche d'âge et puis après, on rentre les scores bruts. Donc là, j'en ai rentré qu'une partie, mais il y a tous les scores possibles de la tâche. Ensuite, ça sort le tableau des résultats complets pour l'enfant avec sa note Z et ses percentiles. Et ensuite, on sélectionne les tâches qu'on souhaite afficher sous un format de graphique. Voilà, qui permettent de comparer visuellement. Et après, les résultats, ils sont téléchargeables directement en zip. Petit point RGPD, les données, elles ne sont pas du tout sauvegardées, elles sont supprimées dès qu'on rafraîchit la page. Donc c'est pour ça qu'on a mis l'enregistrement en zip. Donc ça nous permet déjà de rendre accessible à la clinique la batterie de screening, la batterie comprendre. Et l'autre, on va la regarder en boucle. Hop. Et puis, l'autre point aussi, c'est que la version actuelle, c'est une version qui est codée sur ePrime, qui nous limite énormément dans la diffusion de la batterie. Donc là, on a entrepris de la recoder sur Flutter, qui est un kit de développement d'application, qui nous permet de transcrire avec un seul code facilement les applications. On passe d'une application Windows et puis après ça fait une application iOS et Android très facilement. Du coup là je vais vous montrer pour le moment à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment une version test, on est encore en train de la finaliser. Et ça va nous permettre de mettre en place beaucoup plus de collaboration grâce à cette batterie et de pouvoir la distribuer facilement. Parce que là c'est notre limite principale et je reviendrai après dessus pourquoi. Donc là, il y a du son, j'espère que ça marche ensuite. Là, globalement, en fait, on rentre des informations concernant l'enfant qui vont ressortir dans le fichier Excel qui s'enregistre un peu comme ePrime, en fait. Et là, on va pouvoir choisir les tâches. Donc là, ce sont les tâches de fonction exécutive. Et puis après, on a nos 5 tâches de langage. Et on retrouve Camille et Moukto qui vont jouer avec toi. Dans cette épreuve, il va falloir que tu écoutes bien. Je vais te dire des noms de planètes et toi tu devras me dire si elles s'appellent pareil ou pas. Par exemple, si tu regardes ces 2 planètes sur l'écran, elles sont pareilles, alors elles portent le même nom. Par contre, celles-là, elles sont différentes, alors elles ne s'appellent pas pareilles. Donc là, des fois, c'est un peu lent. Je suis désolée, j'ai fait un screen vidéo. Je sais pas, je n'étais pas très réactive ce jour-là. Mais là, c'est la partie si je dis exemple. Tazef, Tazef. Donc on a un petit feedback Camoré, qui nous permet de réexpliquer Canoré. les exemples à l'enfant si jamais il s'est trompé. Canoré, Canoré. Tazef, Tazev. Et là, on va commencer la partie test. Je vous l'ai coupé, je ne vous mets pas les 36 items. Sipak, Sipat. Mi-bint. Donc voilà, et après on remporte l'étoile d'or de la galaxie, et puis on a notre score brut là. Et quand on fait terminer, pour le moment, les données elles sont enregistrées sous format CSV dans votre dossier document. Donc voilà, donc ça c'est super, ça nous permet de pouvoir la distribuer. Et en effet, pourquoi ? Parce que pour le moment, dans notre échantillon atypique, la majorité des enfants viennent du CRTLA. Le CRTLA qui est un centre expert niveau 3 et du coup, les enfants ont plein de comorbidités entre eux. Et mettre en place, et là, en fait, et ce qu'on souhaite mettre en place, c'est donc une collaboration avec les orthophonistes en ville pour pouvoir évaluer des enfants qui ont peut-être des profils un petit peu moins compliqués que les enfants du CRTLA.
Et puis après, le devenir à l'âge adulte, j'en parle pas, mais si vous avez des questions, pourquoi pas. Et j'ai encore du temps ? Ah ouais. Ok. Je vais vite sur la dernière étude. Donc rapidement sur la dernière étude, en attendant de pouvoir analyser les résultats avec la batterie comprendre des enfants qui ont un TDL, on a fait une étude rétrospective où on a analysé les résultats des enfants avec un TDL de 164 enfants à la WISC-5, donc des 10 subtests de la WISC-5. Et au lieu de partir d'hypothèses, on est plutôt parti des données, et puis on a regardé si on avait des profils cognitifs intellectuels qui sortaient de ces données-là. Donc on a commencé par faire une réduction des dimensions, parce que pour appliquer le clustering, c'est plus facile de l'appliquer sur 2 dimensions que sur les 10 dimensions des subtests. Donc c'est aussi un résultat intéressant. On a une dimension qui est sortie qui est principalement verbale versus l'autre qui est principalement non verbale, avec l'épreuve de mémoire des chiffres qui se retrouve à la fois en verbal et non verbal, mais ça aussi c'est logique par rapport à la construction de cette tâche-là. Et puis après, on a appliqué un algorithme de clustering qui nous a permis d'identifier 4 clusters principaux. Et notamment ce cluster violet qui est le cluster qui a les meilleures performances au WISC, même si elles sont en majorité déficitaires. Et puis on avait ce cluster orange qui présente plus de difficultés. Et enfin, rapidement, on a fait des régressions logistiques avec élimination progressive pour permettre d'identifier quelles vont être les variables qui vont impacter ou pas le fait d'appartenir à un cluster. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a un effet significatif du fait d'avoir une atteinte de la compréhension. Donc si on a une atteinte de la compréhension, on a davantage de chances d'appartenir à ce cluster orange. Mais par contre, si on a une atteinte de la compréhension, on a moins de chances d'appartenir à ce cluster violet-là. Ça, dans le même sens, pour les niveaux moyens de l'éducation des parents, plus nos parents ont un niveau d'éducation moyen élevé, plus on a de chances d'appartenir au cluster qui a de meilleures performances, et à l'inverse pour le cluster orange. Et on avait aussi le nombre de comorbidités qui nous permet, où plus on a de comorbidités, plus on a de chances d'appartenir à ce cluster qui est plus en difficulté. Mais là, ce que ça met aussi en lumière, c'est vraiment l'impact de la compréhension et que c'est important de l'étudier et de mieux la caractériser. Et c'est ce que la batterie comprendre va nous permettre de faire chez les enfants qui ont un TDL. Voilà, merci. Non, je n'ai fait que m'énerver avec le rectorat, donc je ne mérite pas les remerciements. Allez, enlève-moi cette diapo, là, que je ne porte pas moi. Je vous laisse la parole pour des questions. Deux questions, allez. Et les questions, c'est Rachel. En tout cas, très joli projet, c'est joli. Est-ce que quand on a un trouble du langage, est-ce qu'on l'a dans toutes les langues? Logiquement, c'est une problématique de langage, c'est pas une problématique de langue. Donc les apprentissages des langues, pour le coup, vont faire que suivant l'exposition qu'on a, si elle n'est pas suffisante, on peut avoir des problématiques de langage. Comme le disait Marcella, Cataly, c'est absolument génial parce que Dorothy Bishop, en fait, il change le curseur en disant, en fait, il faut qu'on puisse se préoccuper de tous les enfants qui vont être à besoin. Donc c'est bien de faire des trucs hyper purs, etc. pour la recherche, mais ça ne répond pas en fait aux besoins de la société par rapport aux problématiques de langage. Donc il change le process et de dire on va choper tous ces enfants-là. Donc par exemple les enfants qui vont être en difficulté avec le langage par un manque d'exposition à la langue. Typiquement des enfants nouveaux arrivants qui vont effectivement pas maîtriser le français qui va être la langue académique. Sauf que les enfants qui ont des troubles du langage, que vous soyez monolingue comme en France, parce qu'on est majoritairement monolingue en France, donc on ne comprend pas un peu les problématiques des autres pays, où la majorité de l'humanité, enfin plus de la moitié de l'humanité, elle parle plusieurs langues. Quand on a un trouble du langage, il va se manifester dans toutes les langues qu'on parle, de façon plus ou moins intense, suivant l'expertise qu'on va avoir dans la langue. Donc si elle est moins exposée, il va être encore plus sévère. Donc le vrai enjeu, nous, en tant que cliniciens, c'est d'arriver à diagnostiquer suffisamment bien ces enfants qui sont effectivement dans des contextes où il y a plusieurs langues. Il y a plein de
de topos qui sortent par rapport à ça, parce que l'idéal, ça serait de pouvoir les tester dans toutes les langues. On n'a généralement pas les tests, mais c'est bien important de différencier. En fait, le langage, c'est effectivement pas les langues, et que c'est pas parce que vous parlez plusieurs langues que ça vous fabrique un trouble du langage, parce que ça, c'est vraiment encore hyper ancré comme fausse idée. Et puis d'autant plus, suivant les langues que vous parlez, il y a quand même des langues qui sont moins à la mode que d'autres. Voilà. Donc... Donc tu es en train de nous dire que Marcella, elle a un TDL dans toutes les langues, quoi, finalement. Parce qu'on a quand même parfois des gros problèmes de compréhension quand elle écoute Marcella. Et une autre question, voilà, Caro. Merci pour cette présentation. J'ai une question très générale parce que je ne connais pas bien. Est-ce que la dyspraxie verbale, c'est considéré comme un trouble du langage? Ça fait partie des TDL? Oui, d'accord. Oui, c'est ça, parce que c'est la motricité du... Ouais. Ah oui, elle était là, je n'avais pas vu. Attends, j'ai encore une question. D'accord. D'accord. Et du coup, j'avais une autre question, puisque tu l'as mentionné, c'est qu'il y a des enfants qui ont une dysgraphie aussi, du coup. Moi, je travaille sur la dysgraphie, donc ça m'intéresse. Quelle est la proportion d'enfants qui ont une dysgraphie dans ceux qui ont un TDL? C'est pas tous, j'imagine. Dans la dernière étude de WISC, il y a toutes les comorbidités qui ont été Relevé. qui ont été relevées, et donc du coup, on pourrait regarder pour 50 €, on peut le faire. Des dyspraxiques de mémoire, il n'y en avait pas énorme, mais il y avait beaucoup de dyslexiques, par contre. Énormément. Ah oui, de la dysgraphie. Ah si, quand même, ouais. Si, un peu. Ouais. Bah oui. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci.